pour moi, l'objectif de cette conférence, ça va être de vous aider à délimiter les domaines de l'intelligence émotionnelle. Ça va être aussi peut-être pour vous de pouvoir repartir avec cette possibilité de concevoir une stratégie pour progresser dans ce domaine. Après, les enjeux, de mon point de vue, ils sont extrêmement importants. À titre personnel, ça peut aider chacun d'entre nous à optimiser ses compétences et donc d'être capable de les mobiliser, comme j'ai illustré tout à l'heure, quand on en a besoin, de vivre mieux les choses, de vivre plus aligné peut-être aussi. Au niveau professionnel, il faut savoir que l'intelligence émotionnelle, c'est une des 10 compétences majeures qui a été retenue par le Forum économique de Davos pour faire disons, une carrière qui sera de plus en plus efficace. Aujourd'hui, c'est une des compétences qui est vraiment recherchée. C'est une aide à la prise de décision pour les décideurs. C'est pour les salariés aussi un mieux vivre. À partir du moment où les managers font preuve d'intelligence émotionnelle, tout le monde en profite et on arrive vers un management vertueux qui profite à chacun, au bien-être et à la performance. Voilà un petit peu tous les enjeux, en tout cas une grande partie des enjeux de l'intelligence émotionnelle. Donc, on va pouvoir commencer à expliquer un petit peu ce que sont les émotions. Pour commencer, une émotion, c'est quoi? C'est une réaction physiologique à un stimulus pour se mettre en action. On a besoin de ces émotions, c'est elles qui nous alertent, c'est elles qui nous disent, tiens, il va falloir que tu fasses quelque chose. Si tu ne fais rien, il risque de se passer cela. La littérature est vraiment très riche sur les émotions. Évidemment, tous les théoriciens ne sont pas d'accord sur le nombre d'émotions fondamentales. Je retiendrai pour ma part qu'il y en a 4, que sont la peur, la tristesse, la colère et la joie. On entend souvent qu'il y a 6, voire 7 émotions. Donc, on y rajoute la surprise et le dégoût, mais une étude récente de l'Université de Glasgow, on met en avant qu'il y en a 4. Finalement, il y en a tellement des émotions qu'on n'a pas assez de mots pour toutes les nommer, le reste étant des émotions composées sur la base des émotions fondamentales. Donc, énormément d'émotions finalement à partir de ces 4 émotions fondamentales. Alors, comment ça fonctionne? Là, je vous ai fait voir un petit schéma. L'émotion, à proprement parler, ça ne dure qu'un bref moment, maximum, diront certains experts, 90 secondes. C'est une mécanique qui va passer par différents trajets dans notre cerveau, quelque part en fonction de l'urgence de la situation. Là, a priori, on a quelqu'un qui, donc par la vision, perçoit quelque chose. Hein, c'est ce qu'on voit sur la diapo. Et vous voyez le schéma qui va commencer à aller dans le cerveau par le thalamus, qui va orienter ensuite vers l'amygdale. L'amygdale, c'est le siège des émotions. Finalement, c'est l'amygdale qui va nous donner l'intensité de l'émotion. Et le parcours court va passer directement du thalamus à l'amygdale, mais il ne va pas prendre toutes les informations, ce parcours. Il va prendre une partie parcellaire, limitée donc des informations. Et peut-être, si l'amygdale sent que le danger est grand à ce moment-là, ce parcours court va nous permettre de réagir très rapidement. En gros, on ne prend pas toutes les infos, mais on est capable de réagir très, très vite. Le parcours long, lui, il va passer par le néocortex, et donc ici, déjà le cortex visuel, puisque c'est arrivé par l'œil. Et puis, on va commencer à réfléchir un petit peu plus à la situation. Et donc, ce sera une réaction un petit peu plus lente, mais une réaction peut-être aussi un peu plus réfléchie, un peu plus rationnelle, un petit peu plus adaptée. Alors, ça nous évite ça peut-être d'avoir des réactions immédiates qu'on va regretter par la suite. Donc, voilà pour ces 2 circuits. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? La réaction en fonction de l'émotion, elle va nous délivrer en cascade des hormones qui vont nous faire bouger, qui vont nous faire réagir. Ces hormones, par exemple, pour la colère, ça va être de l'adrénaline, du cortisol.
Pour la colère, encore une fois, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir de l'énergie qui va venir dans les bras. Pourquoi? Simplement parce que la colère nécessite, a priori, une lutte, ou en tout cas suggère une lutte. Il faut comprendre que tout ça nous vient il y a fort longtemps, et que, y compris les animaux, ont cette structure qui les fait réagir. Ce n'est pas toujours forcément très adapté aux situations. Mais en tout cas, cette colère, voilà, c'est pour ça que peut-être vous arrivez à sentir de l'énergie arriver dans les bras, et vous vous sentez plus fort, vous avez moins mal. Donc, toutes ces hormones vont vous transmettre des choses qui sont capables de réagir à la situation spécifique. Par contre, ça va être au détriment d'autres fonctions de votre corps. Donc, ça va être au détriment de votre digestion, de la production de neurones, par exemple, simplement aussi de votre système immunitaire, de votre digestion. Voilà, donc en fait, on va prendre une partie de votre capacité corporelle pour la focaliser sur le risque, sur la menace ou sur l'émotion du moment, mais ça va être au détriment du reste. Donc voilà ce qui se passe pendant les émotions. Ça, c'est le premier temps, c'est 90 secondes. Au-delà, il y a ce qu'on appelle un sentiment. Un sentiment, c'est quoi? C'est un état affectif qui est complexe et qui va plutôt être une combinaison à la fois d'éléments émotifs et imaginaires. Mais ça va aussi réenclencher un système hormonal, et le cortisol, par exemple, sera aussi sur le sentiment mis en œuvre. Alors, c'est une construction psychique, mais elle peut continuer en l'absence de tout stimulus, contrairement à l'émotion. Ça peut être utile, mais la problématique, c'est que dans la durée, ce n'est pas très bon. Je vous ai expliqué euh, tous les bénéfices au niveau hormonal, mais aussi toutes les contraintes que générait le cortisol et l'adrénaline à long terme. Un sentiment, ça peut durer après l'émotion, et ça peut durer tout le temps d'une vie, en fait. Quand vous passez du temps à ruminer sur quelque chose que vous avez dans la tête, il ne s'agit pas de colère, il s'agit d'un sentiment de colère. Quand vous passez ce temps à ruminer, vous générez encore du cortisol. Quand on génère du cortisol, il faut savoir qu'une minute de colère sera évacuée en 1 heure en termes de cortisol. Donc c'est très, très, très long. C'est pour ça que ça vous affecte physiquement, physiologiquement. Donc c'est extrêmement important, toutes ces notions-là. Alors parfois, les émotions prennent le pouvoir. Alors il y a plusieurs manières de prise de pouvoir des émotions. Les alarmes périmées, c'est l'amygdale dont j'ai parlé tout à l'heure, ce siège des émotions, qui a une sorte de mémoire des émotions aussi. Elle va stocker des informations, et quand vous allez avoir une information parcellaire qui est comparable à celle que vous avez reçue sur un événement particulier, eh ben, ça va redéclencher une charge émotionnelle à nouveau. Par exemple, vous avez eu un accident sur l'autoroute. Quand vous conduisez, si ça freine devant vous sur l'autoroute, il se peut que vous receviez à nouveau une charge émotionnelle en souvenir de ce qui s'est passé. Donc, c'est une alarme périmée qui s'active encore. On peut avoir le sentiment hâtif. Là, c'est le circuit court qu'on a évoqué tout à l'heure, du thalamus à l'amygdale, qui agit alors que le néocortex, donc le circuit long, n'a pas encore le temps de comprendre ce qui se passe. Quand un ballon de baudruche, par exemple, explose à côté de vous, c'est ce qui se passe. On réagit immédiatement, on sursaute, éventuellement, on peut même aller se cacher. Mais là, c'est le circuit court qui prend le dessus. Ça m'est arrivé sur une patrouille au niveau opérationnel. On était dans un petit village qui s'appelle Saint-Julien, dans les Côtes-d'Armor, en pleine nuit, 4 heures du matin. Je conduis la voiture, c'était une voiture banalisée, ça a une petite importance. Et donc, on était 3 ou 4 dans la voiture, je ne me rappelle pas. Et il y a un feu rouge à Saint-Julien. C'est un carrefour, il n'y a rien, on est au milieu de nulle part, on est en plein hiver, mais il y a un feu rouge à cet endroit-là. Donc, je m'arrête au feu rouge. Et là, eh ben, on reçoit des tirs sur la fenêtre conducteur, juste où je suis. Et là, tout de suite, mon cerveau, je ne peux pas expliquer comment, mais enfin, je peux l'expliquer par
circuit court, j'ai tout de suite accéléré pour dégager le véhicule. Voilà. Et ça a été immédiat. Ça a été immédiat. Et ensuite, j'ai stationné le véhicule. On a vite débarqué pour se positionner. Et puis après, très rapidement, j'ai observé le véhicule. En fait, c'était des tirs de paintball. Donc, vous voyez que mon cerveau n'a pas eu le temps de tout analyser. Je n'ai pas pris le circuit long pour analyser que c'était bien des tirs de paintball et que finalement, le risque sur la vitre n'était pas direct. Mais ça m'a fait réagir immédiatement à des tirs. Parce que des tirs, mais j'en ai déjà aussi entendu et subi par ailleurs. Donc j'ai réagi immédiatement. La réaction a été bonne. Maintenant, que se serait-il passé? Je n'en sais rien s'il y avait eu des véhicules à passer aussi au feu vert de l'autre côté. Ce n'était pas le cas. Donc en tout cas, là, vous voyez comment ce circuit court peut être utile et intéressant par rapport à ce circuit long. Et enfin, les émotions, encore une fois, peuvent prendre le pouvoir quand l'amygdale brouille un petit peu le circuit le plus lent. Alors ça arrive plutôt dans le côté sentiment, c'est-à-dire qu'on va avoir le sentiment d'une émotion et l'amygdale, que vous voyez sur la diapo, va émettre très très fort quelque chose et donc va brouiller toute notre réflexion et toute notre réflexion du néocortex, du cortex préfrontal, qui se situe sur la partie avant du cerveau, juste au-dessus de l'œil, hein, en fait. Et donc ça, c'est ce qui peut se passer, par exemple, quand on n'est pas capable de mobiliser ses compétences pour un examen et il n'y a pas de danger réel, il n'y a pas de risque réel, mais simplement, on le perçoit, ce risque, et c'est plus un sentiment de peur qu'une émotion de peur. Voilà. Ça peut être le cas également, des fois, quand on n'arrive pas à se gérer et qu'on s'emporte en voiture. Il y a tout ce premier temps d'énervement, de colère, et puis après, des fois, on regrette. Ça peut être le cas avec un collaborateur, avec un enfant. On peut aussi ne pas être capable de mobiliser toutes ses compétences en épreuve sportive. J'ai vu beaucoup de sportifs qui étaient bloqués à ce niveau-là. Alors, ces mécanismes-là, ils sont issus et de notre génétique, et également de notre expérience. La prime enfance a un rôle prépondérant dans la construction de ces circuits neuronaux émotionnels, mais finalement, malgré tout, notre cerveau il est en construction en permanence. Même si c'est plus facile de commencer tôt et jeune cette éducation-là, c'est pas perdu. Et ça, c'est vraiment la bonne nouvelle, c'est que finalement, notre cerveau, il peut créer des nouvelles connexions, des nouveaux circuits. Et ça s'appelle la neuroplasticité. Alors, Daniel Goleman, c'est un personnage majeur dans l'intelligence émotionnelle. C'est lui qui a écrit les ouvrages de référence. Lui, il définit les émotions dans le cadre de l'intelligence émotionnelle comme étant à la fois un sentiment, les pensées, les états psychologiques et biologiques particuliers et toute la gamme de tendances de passage à l'action. En fait, lui, il met tout ce qu'on vient d'évoquer et même un peu plus. Il met les émotions, il met les sentiments, donc ce temps immédiat et ce temps long aussi. Il met aussi toutes les actions qui sont générées par ces émotions et ces sentiments. Donc, il englobe tout ça. Donc, c'est une vision très large finalement des émotions. Et finalement, du coup, on va voir comment il nous définit aussi l'intelligence émotionnelle, Daniel Goleman. Et pour lui, l'intelligence émotionnelle, c'est quoi? C'est la capacité à nous gérer, nous, mais aussi à gérer nos relations dans 4 domaines. Alors, c'est quoi ces 4 domaines? C'est la conscience de soi, c'est la maîtrise de soi, c'est la conscience sociale et c'est la gestion des relations.
On va voir dans le détail ces 4 domaines et on va commencer par la conscience de soi et qu'est-ce qu'on est là-dedans. Alors, vous allez voir que finalement, chaque compétence qui fait partie de ces domaines-là, ça peut être l'histoire d'une vie en fonction d'où on en est. C'est ça qui est intéressant, c'est pour ça que tout à l'heure, je demandais, et Théo vous a demandé en introduction, où vous en êtes en termes de connaissances. C'est une chose d'y être en termes de connaissances, mais finalement, quand vous regardez un petit peu les 3 compétences, que ce soit la conscience émotionnelle, le pouvoir de s'auto-évaluer et la confiance en soi, c'est déjà en soi des sujets très, très majeurs, qui peuvent être, et on verra tout à l'heure, des sujets qu'on aborde en coaching. La conscience émotionnelle, je ne vais pas toutes les détailler, mais je vais détailler certaines de ces compétences. C'est quoi cette compétence, cette conscience émotionnelle? C'est pouvoir ressentir les choses et les verbaliser. Je sais ce qui se passe en moi, je sais d'où ça vient et je sais l'exprimer aux autres. Quand Théo m'a posé la question tout à l'heure, comment tu te sens? J'ai su dire comment je me sentais. J'aurais pu vous dire dans mon corps comment je le ressentais et dire pourquoi je ressentais ça et quelle émotion c'était. Le fait d'être capable de le verbaliser, c'est déjà un grand pas dans cette conscience émotionnelle. Mais ça peut demander déjà pas mal de travail sur soi. Le pouvoir de s'auto-évaluer, ça va permettre, ça va demander d'être capable de prendre du recul sur soi-même et sur les autres. Et la confiance en soi, ma foi, un vaste sujet qui mériterait à lui seul une conférence. Peut-être, Alice, on pourra en faire une conférence du coup là-dessus ultérieurement. La maîtrise de soi, ensuite. Là, on est sur un autre registre et donc on va parler ici d'être capable de se contrôler. Alors, j'aime pas parler de contrôler les émotions. Quand on parle d'intelligence émotionnelle, on entend souvent contrôler les émotions. Les émotions, je pense qu'il faut les recevoir, qu'il faut les accueillir. Elles nous donnent un signal, elles nous parlent, elles nous disent quelque chose. Par contre, quand nos comportements ne sont plus alignés avec nos valeurs, parce qu'on a des réactions qui ne correspondent pas finalement à ce qu'on souhaiterait, effectivement, on peut avoir besoin de travailler ce contrôle de soi. Voilà. La fiabilité, la droiture, l'adaptabilité, la motivation et l'initiative, ça c'est autant de domaines qui font partie également de l'intelligence émotionnelle, qu'on peut travailler individuellement. J'aime beaucoup travailler sur la motivation. Je pense que la définition des objectifs et la manière d'y arriver extrêmement important. Et en ça, pour ceux qui connaissent les niveaux logiques de Deal, c'est vraiment quelque chose qui est très, très, très utile. Euh, donc voilà encore autant de compétences qui font partie de la maîtrise de soi. Ensuite, il y a la conscience sociale. Et dans la conscience sociale, il y a l'empathie, le sens du service et la compréhension des organisations, des systèmes dans lesquels on évolue. L'empathie, ça va être la capacité à ressentir, à comprendre les émotions des autres. Et donc, on peut être très fort dans une dans une partie des compétences, les compétences qui vont être plutôt personnelles, de l'intelligence émotionnelle, donc les deux qu'on vient d'évoquer juste avant, c'est-à-dire la maîtrise de soi et la conscience de soi, sans pour autant être capable de faire preuve d'empathie. Alors, il est difficile de faire preuve d'empathie quand on n'a pas déjà les parties précédentes de valider, entre guillemets. Le sens du service, effectivement, ben voilà, c'est quelque chose qui est important dans le cadre de l'intelligence émotionnelle. La compréhension de l'organisation, ça va nécessiter de comprendre l'intérêt collectif, l'intérêt global, comment fonctionne le groupe dans lequel j'évolue, comment fonctionne mon système et comment je m'inscris dedans. Et enfin, la gestion des relations, quelque part, elle va regrouper, enfin, elle va prélever dans les trois domaines précédents pour arriver
à ce qu'on appelle la gestion des relations, aider les autres à se développer, l'influence qu'on va pouvoir avoir sur les autres, c'est lié au leadership également, savoir communiquer, la gestion des conflits. Est-ce qu'on est un catalyseur de changement? Est-ce que je suis capable de construire des liens dans mon système, et y compris à l'extérieur? Et est-ce que je suis capable de travailler en équipe? Donc ça repose sur l'ensemble des compétences qu'on a vues précédemment. Alors, personne ne valide tout. Il n'y a pas probablement une personne sur cette terre qui valide parfaitement toutes ces compétences. Par contre, on sait que les gens qui ont une intelligence émotionnelle développée ont des compétences dans ces 4 domaines. Voilà. Il y a ensuite, on a des prédispositions sur on va dire les domaines plutôt sociaux ou sur les domaines plutôt personnels. Mais il suffit de travailler en fait pour que ça s'équilibre. Et ça, c'est encore une fois la bonne nouvelle, c'est qu'il y a moyen de développer son intelligence émotionnelle. Et donc ça, c'est la suite de ce que je vais vous présenter, c'est comment on peut la développer et ce que je propose dans ce cadre-là. Daniel Goleman, lui, il travaille de plus en plus vers ce qu'on appelle la pleine conscience. Donc, c'est ce qui va permettre de recréer des liens au niveau du cerveau. J'ai parlé de la neuroplasticité tout à l'heure. Et donc, le fait de travailler en pleine conscience va permettre de réorganiser son cerveau. Donc ça, c'est très intéressant. Et il y a d'autres méthodes et on verra tout à l'heure. Mais en tout cas, tout ce qui est technique de méditation et de relaxation, c'est très efficace. Mais c'est très efficace, surtout quand on commence tôt. Et Daniel Goleman, il relève aussi que malgré tout, on peut avoir besoin de ce qu'il appelle des travaux de rattrapage. Travaux de rattrapage parce qu'on a créé des liens et pour dénouer ces liens, parfois, ben, il y a besoin d'être accompagné. Et en fonction de la méthode qu'on souhaite ou de la profondeur des traumatismes, on peut être accompagné par un thérapeute ou par un coach, par exemple. Voilà. Donc, c'est deux choses parallèles. Il va y avoir ce travail que j'ai mis en espèce de muscu, parce que oui, c'est un travail de musculation du cerveau. Il faut être régulier, il faut être rigoureux sur ce travail de techniques, d'outils, de relaxation, de méditation. Et puis, il va y avoir ce travail aussi où on va aller un petit peu dénouer toutes ces croyances qui nous ont bloqués pour s'organiser et organiser le cerveau de manière différente. Donc, je travaille, moi, dans ces deux registres-là, comme coach. Euh, je travaille individuellement, je travaille aussi en groupe euh, pour les entreprises, mais dans ce domaine-là, c'est sûr que le travail individuel est vraiment très, très, très efficace. Et ma spécificité, ma particularité, c'est que j'ai cette double casquette, justement, de coach et de préparateur mental, et que ça va permettre de vraiment renforcer les prises de conscience qui ont été vécues en coaching par ces outils de préparation mentale. Au début de la prise de conscience, les connexions dont je parlais tout à l'heure, ces nouvelles connexions, elles vont être un petit peu fragiles. Et le travail de préparation mentale elle va vraiment aider à passer ce cap-là pour renforcer ces nouvelles connexions et qu'elles deviennent finalement les nouvelles voies de votre cerveau et des nouvelles manières d'appréhender les choses. Alors, comment se déroule un petit peu un coaching? Ça se déroule sur plusieurs séances. La première séance, c'est une séance préliminaire. Elle va durer 1 heure et demie. Elle va permettre de déterminer, d'établir un diagnostic quelque part, et puis de définir surtout l'objectif finalement du coaching. Euh, et puis ensuite, il y aura plusieurs séances, et ça sera déterminé, mais en fonction de la séance préliminaire. Et à chaque séance, il y aura un nouvel objectif finalement. Et puis, on va avancer petit à petit sur les sujets
Euh, alors là, peut-être revenir sur les exemples de coaching, si tu veux, la diapo précédente. Ouais, voilà. Merci, Lucille. Euh, les thématiques, ça peut être la reconversion professionnelle, ça peut être la prise de décision, l'affirmation de soi, la confiance en soi. Vous voyez que c'est des sujets qui sont très proches de ce qu'on a vu tout à l'heure dans les compétences intelligence émotionnelle, la relation aux autres, une prise de poste, la gestion d'équipe, la gestion du stress. Tout ça, c'est des choses qu'on va pouvoir aborder en coaching. Et encore énormément d'autres choses. Je suis sûr que vous avez vous-même encore plein de questionnements, de choses sur lesquelles vous voulez avancer. Et dans ce cadre-là, le coaching peut vous aider et cette approche intelligence émotionnelle peut vous aider aussi. Les bénéfices de ça, ben, ça va être effectivement de retrouver une plus grande motivation. Tu peux rebasculer sur la suivante. Voilà. Donc, retrouver une confiance en soi aussi, une meilleure cohésion pour les équipes, atteindre plus rapidement des objectifs. Des fois, l'assertivité aussi. Il y a des gens qui viennent me voir en disant je ne sais pas dire non. OK. Optimisation des niveaux de performance, on l'a vu tout à l'heure, effectivement. Nouvelle perception de soi et des autres, avoir un nouveau regard, une meilleure organisation, ça va permettre de gagner du temps, économiser de l'énergie, et puis finalement être finalement mieux aligné, un meilleur sommeil et encore tellement d'autres choses. Donc voilà, moi, ce que je propose en termes de coaching. Et puis également, je propose une formation et puis des formations adaptées. La formation, elle est spécifique sur l'intelligence émotionnelle et elle est en 8 modules. Voilà, simplement, je vous invite à jeter un œil dessus. Il y a une présentation de l'intelligence émotionnelle, comme on est en train de le faire. Ensuite, un travail sur comment prendre conscience de soi, finalement, et de ses émotions, développer tous ces domaines de conscience de soi. Ensuite, on va travailler sur la maîtrise de soi. Là, on peut développer des outils. Et puis, il y a ensuite un module de 2 heures sur lequel on fait finalement que de la pratique et des ateliers sur ces deux domaines-là. Ensuite, on travaille sur la conscience sociale, la gestion des relations, à nouveau des ateliers, même s'il y en a déjà dans les modules précédents aussi. Et puis ensuite, j'adapte le dernier module en fonction vraiment des besoins spécifiques des apprenants à ce moment-là. Voilà. Est-ce que à ce stade-là, il y aurait quelques questions déjà? Oui, moi j'ai reçu plusieurs questions en privé. Est-ce que tu veux que je te les partage maintenant? Ouais, je veux bien. Ouais. Ok, très bien. Il y avait une première question qui était de savoir s'il existait un ordre d'apprentissage dans les compétences émotionnelles. Par exemple, est-ce qu'on apprend d'abord la conscience, plutôt d'abord la confiance en soi, etc. Est-ce qu'il y a un ordre qui existe? Alors, on a tous déjà des prérequis. Donc, en fonction, comme je l'ai dit, d'abord de notre éducation, de notre expérience, on a tous un niveau de base en intelligence émotionnelle. Alors non, finalement, je ne crois pas qu'il y ait un ordre. Je ne crois pas qu'il y ait un ordre. Je crois qu'il y a un besoin et, euh, et que là où le besoin se fait le plus ressentir, on doit intervenir sur ce besoin-là, tout simplement, quoi. Voilà. Donc simplement à la personne qui accompagne, ou si on veut le faire tout seul, à chacun de savoir sur quelles compétences particulières il souhaite travailler. Voilà. Ok, très bien. N'hésitez pas d'ailleurs, si les participants et les participantes souhaitent poser des questions dans le chat, en privé ou en public, et je les partagerai à Pierre pour qu'il puisse y répondre. Il y avait également une question à propos de l'entreprise, à savoir comment travailler la motivation via l'intelligence émotionnelle en entreprise. Comment travailler la motivation via l'intelligence émotionnelle en entreprise? Exactement. Ouais, la motivation, c'est un gros sujet. C'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et comment je la travaille? euh,
En fait, j'arrête de travailler sur des comportements et j'essaie de mobiliser les gens sur leur mission. Voilà. Donc, on parlait des niveaux logiques de deals tout à l'heure, je l'ai évoqué. Donc, il y a une succession de niveaux qui partent d'un environnement, comportement, ensuite des croyances, des valeurs, euh, ensuite une identité, puis une mission. Voilà. Et donc, on motive les gens comment? On motive les gens en les concernant par la mission. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut que les missions, elles aient du sens et ça veut dire qu'il faut que les managements, ils aient du sens. C'est de plus en plus nécessaire, surtout après entre guillemets, ce qu'on a vécu au niveau Covid et dans les entreprises, je pense que vous l'avez ressenti, au niveau euh, universitaire, ça a été ressenti, donc il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus. Donc voilà comment je travaille, c'est vraiment trouver ce qui va faire sens pour les gens. Voilà. J'espère avoir répondu à la question et si ce n'est pas le cas, détaillez-la dans le chat et puis si je ne peux pas y répondre immédiatement, j'y répondrai ultérieurement. Je propose de faire un petit exercice et on reprendra les questions après, si vous voulez. Très bien. Alors, le petit exercice que je vous propose, c'est un exercice simple, c'est un exercice de pleine conscience. C'est un exercice qui s'appelle le 5-4-3-2-1. Et puis, vous voyez la diapo. Ça va faire appel aux cinq sens. Alors, c'est un exercice qui va vous permettre, si vous êtes dans un état émotionnel qui vous dérange et que vous avez un petit peu de temps, 2-3 minutes, euh, de sortir de cette problématique émotionnelle et en même temps, donc ça c'est le premier avantage, c'est-à-dire de redescendre votre nervosité globale pour vous recentrer sur votre objectif, votre mission et sur ce que vous avez à faire ici et maintenant. Et d'autre part, c'est un exercice, un type d'exercice, quand c'est répété, qui va participer à ces nouvelles connexions. Voilà. Donc, un premier exercice, moi, je vous propose simplement de vous mettre à l'aise. Voilà, vous vous asseyez bien dans votre fauteuil. Vous allez profiter de ce petit moment pour vous, euh, pour vous relaxer, pour vous détendre. Et puis, simplement, ce que je vous propose, c'est d'essayer de prendre conscience de votre respiration, sans jugement. Quel est son rythme? Quelle est son amplitude? Est-ce que je respire par le ventre, par la cage thoracique? Et maintenant, si vous le souhaitez, vous pouvez, toujours sans jugement, regarder 5 choses autour de vous. Vous les détaillez un peu. Quelle couleur? Quelle taille? Vous pouvez passer à la suivante. Et vous restez concentré sur ce que vous regardez. Et vous continuez jusqu'à en regarder 5. C'est très bien. Et maintenant, si vous le souhaitez, je vous invite à entendre 4 sons
Et vous restez focalisé sur ces sons un moment. Vous pouvez maintenant toucher 3 choses. Rechercher les différences de texture, de température, toute autre sensation. Si vous le voulez, vous pouvez maintenant sentir 2 choses, 2 odeurs. Vous pouvez peut-être rapprocher quelque chose de votre nez, peu importe, l'odeur de votre peau, l'odeur de vos vêtements. Et maintenant, si vous le voulez, vous allez pouvoir goûter une chose. Ça peut être simplement quel goût j'ai dans la bouche ou peut-être autre chose, si vous avez quelque chose à portée de main. Comment est ce goût? Voilà, maintenant que cet exercice est terminé, je vous remercie d'y avoir participé d'abord, bravo. Et je voudrais savoir comment vous vous sentez. Je voudrais que peut-être vous essayiez de faire ce que j'ai fait tout à l'heure quand Théo m'a demandé comment je me sentais. Comment vous vous sentez, vous? Comment vous vous sentez? Euh, comment c'est dans votre corps? Où c'est dans votre corps? Et, euh, et qu'est-ce que c'est comme émotion? Et en termes de, voilà, est-ce que vous êtes plutôt calme, plutôt excité? Voilà. Faites juste un petit bilan là-dessus. Et je vais juste vous présenter rapidement l'exercice, enfin l'exercice suivant, c'est quelque chose que vous allez pouvoir surtout récupérer en fiche. Lucille, elle a fait ça très bien, elle va faire ça très bien dans ce qui sera joint au document. Ça, c'est une petite affiche que vous pourrez sortir, c'est le feu tricolore. Enfin, les feux tricolores, ça va vous permettre euh, de, quand vous êtes submergé par une émotion, feu rouge, je marque un temps d'arrêt, je me calme, je réfléchis avant d'agir. Ensuite, feu orange, j'expose le problème et j'explique comment je me sens. Et ce qu'on vient de faire, voilà, je vais dire comment je le ressens. Ensuite, je vais me donner un but positif. Voilà, je veux que ce problème s'arrête et je veux atteindre tel objectif. OK. Et je vais envisager toutes les solutions. Donc, un petit brainstorming. Je pense aux conséquences de chaque solution. Et enfin, je passe à l'action quand j'ai choisi le meilleur plan. Voilà. Donc, c'est un petit protocole qui est très simple, qui peut s'adresser à chacun et chacune d'entre nous. Et pour terminer, je voudrais vous partager un protocole que j'ai développé moi avant de connaître l'intelligence émotionnelle. Et donc, c'est quelque chose qui me suit. Donc, finalement, ça marche. Ça aussi, c'est l'histoire d'une vie. C'est simple comme ça. Et y arriver, je crois que Daniel Goleman disait finalement que l'intelligence émotionnelle, ça pourrait aussi juste s'appeler de la maturité. Voilà. Euh, En un, recevoir l'émotion. Quand je ressens quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Je reçois une décharge émotionnelle. Au lieu d'être emporté, je prends un petit peu de temps. Ça correspond à ce qu'on a vu tout à l'heure. Et j'essaie de réfléchir à ce qui se passe. J'identifie l'émotion. Connaître l'origine de l'émotion,
ça peut être soit immédiatement, soit sur du sentiment, quelque chose de beaucoup plus profond qui peut demander aussi un accompagnement long ou court, voilà, avec un thérapeute, avec un coach. Et ensuite, il y a ce que je veux en faire. Je choisis, voilà, en conscience, ce que je veux faire de cette émotion. Et enfin, je mets en place une stratégie adaptée. Là aussi, ça va demander d'être éduqué et de connaître des outils de respiration, de relaxation ou tout autre outil. Voilà un petit peu le protocole que j'ai mis en place et que finalement que j'essaie de m'appliquer. Voilà. J'en ai terminé sur cette conférence pour ma part et je pense qu'on peut passer aux questions. Je pense que c'est le temps des questions, Alice, c'est ça? Voilà, Théo, s'il y a des questions, je vous écoute. Ouais, très bien, merci Pierre. J'avais encore quelques questions que j'ai reçues en privé. J'invite à nouveau tout le monde et toutes les personnes qui auraient des questions à poser à Pierre. Toute question est pertinente, donc n'hésitez pas, profitez-en. Il y avait une question autour de est-ce que l'intelligence émotionnelle peut se travailler en collectif? Tu parlais tout à l'heure de travailler en entreprise. Est-ce que c'est un travail qui doit se faire individuellement ou ça peut se travailler de manière collective? Je pense qu'il y a toute une partie qui se travaille en individuel et toute une partie qui se travaille en collectif. Évidemment, ça va demander des compétences individuelles et un travail sur soi. Mais encore une fois, je pense que les deux sont intimement liés. Pour être complet en intelligence émotionnelle, je pense qu'il faut travailler seul sur une certaine partie. Et puis oui, bien sûr, travailler en collectif, quand on parle voilà, de la gestion des relations, ouais, ça se travaille en collectif. Et puis après, de la même manière, travailler l'empathie, même s'il y a une part de travail sur soi, ça va être quelque chose vers les autres. Ouais. Donc oui, il y a du travail collectif à faire. Ok, très bien. On avait également une question d'Elisabeth qui nous demandait si le concept de l'intelligence émotionnelle était quelque chose de développé au niveau européen. Est-ce que tu as des informations à ce propos? Oui, de plus en plus, on entend dans le cadre des démarches RSE un développement ce qu'on appelle les soft skills. Euh, donc, oui, oui, ça se développe. Euh, Après, est-ce que c'est suffisant? Je ne sais pas. En tout cas, c'est en bonne voie et je suis heureux que ça se développe. Je pense que ça sera incontournable à mon avis. Ça sera incontournable parce que si on prend en compte les générations qui arrivent sur le marché du travail, ça va être quelque chose pour moi, d'incontournable que de travailler de manière éthique. Et l'intelligence émotionnelle, c'est une approche, hein. Il y en a d'autres, hein. Mais c'est une approche qui est globale. Et je pense que c'est pour ça que c'est reconnu. Encore une fois, hein, le Forum économique de Davos, il n'est pas réputé pour être forcément très tendre dans l'objectif. Mais je pense qu'ils ont pris conscience que la performance, elle passera aussi par le respect type la responsabilité sociétale des entreprises que j'ai évoqué tout à l'heure. Ouais. J'ai également reçu une question à propos de l'évaluation de l'intelligence émotionnelle. Tu nous as listé toutes les nombreuses compétences qu'on y retrouve à l'intérieur. Est-ce qu'il existe une manière globale et concrète de l'évaluer ou est-ce qu'il existe des manières en fonction des sous-compétences? Alors, il y a des tests. Ouais. Il y a un test Waze qui va te permettre de l'évaluer. Donc, ça existe, une évaluation de manière globale, tout à fait. Et ces évaluations, c'est quelque chose qu'on pourrait faire, par exemple, dans une entreprise, dans une structure, en arrivant et après de pouvoir intervenir une fois les tests effectués. Alors, ça c'est possible. Ça, c'est possible. Oui, oui, bien sûr. Alors, c'est pas la seule et il y a plein de systèmes d'évaluation qui sont possibles. Et de toute façon, je pense que pour travailler en entreprise, c'est pour moi un passage obligé quelque part que de commencer par une évaluation pour savoir où on en est et si on veut vraiment
être utile et efficace, savoir vraiment sur quoi on doit cibler pour progresser. Parce qu'encore une fois, on n'est pas tous pareils et il y a des gens qui sont plutôt forts dans les compétences sociales, d'autres dans les compétences individuelles. Alors, on dit que les hommes sont plutôt voilà, statistiquement développés en compétences individuelles et donc les hommes vont plus avoir une confiance en soi facilement, un contrôle de soi, et les femmes plus d'empathie, par exemple. Mais on se rend compte rapidement que quand on travaille, tout le monde arrive au même niveau, en fait. Donc, l'objectif, c'est de trouver de quoi ont besoin les individus, de les monter, voilà. Et puis après, de travailler sur le collectif, quoi. C'est intéressant, ça. Ok, très bien. J'avais également une question à propos de lecture ou d'auteurs ou de coachs que tu pourrais recommander qui t'ont vraiment inspiré sur ce sujet. Celui qui va le plus inspirer, évidemment, c'est Daniel. Voilà, donc lui, là-dedans, il y a tout. Daniel Goleman sur l'intelligence émotionnelle. Après, j'ai un livre de chevet. Quel est le lien? C'est un livre, voilà, c'est cadeau, ça. Ça, c'est cadeau. Ça en fait rire parce que je les distribue. C'est Siddhartha, ça s'appelle. C'est un petit roman de Hermann Hesse qui dit beaucoup de choses sur soi et sur les autres. Et finalement, il y a du lien avec tout ce qu'on vient d'évoquer. Alors, il y a plusieurs manières de choisir. Soit on préfère les romans philosophiques, soit on préfère les livres un peu plus techniques. Après, il y a ce choix-là aussi qui est fait, c'est-à-dire que l'épaisseur n'est pas la même. J'ai adoré les deux. Je relis Siddhartha et à chaque fois, je retrouve des choses nouvelles. Donc voilà, et après, tant d'autres, mais voilà, en tout cas pour la base. Très bien. Il y a une question de Yanis qui vient d'arriver. Dans toute la présentation de l'intelligence émotionnelle est souvent revenu le terme performance. J'imagine que, voilà, mais dans un monde en sur-régime. Merci Yanis. Justement, le but, c'est de mettre en parallèle cette notion de performance et de bien-être. Voilà. Et donc de performance éthique. On ne peut pas, aujourd'hui, je pense, mettre de côté le côté performance, mais la performance ne doit être qu'un résultat, finalement. Donc, l'intelligence émotionnelle, elle va aider à remettre les choses dans l'ordre. On sera performant de fait. En fait, et Yanis, il me connaît, il m'a vu depuis des années faire mes siestes et optimiser ce potentiel. Euh, je suis un feignant et du coup, j'aime optimiser les choses. Donc voilà comment je vois. Yanis a complété son message. Je ne sais pas si tu Non. l'as sous les yeux. Yanis nous dit: quid de la sobriété heureuse de Rabbi? Est-ce que l'intelligence émotionnelle n'est destinée qu'à la performance ou on ne peut pas chercher juste l'équilibre et l'épanouissement? Si, on peut. Je pense qu'on peut, bien sûr. On peut. Ça dépend dans quel. C'est une question d'acceptabilité, tout ça. Voilà. Euh, Maintenant, en tout cas, l'intelligence émotionnelle peut aider à être performant. Si j'ai moins besoin d'être performant, il y a des domaines de l'intelligence émotionnelle, peut-être que j'ai moins besoin de travailler aussi. Voilà. Mais en fait, on va faciliter cette performance et la rendre plus, comment dire,
Ouais, éthique, c'est même au-delà d'éthique, c'est naturel et spontané, quoi. Voilà. Donc, je trouve que ça rejoint quand même les choses et je ne vois pas la performance comme quelque chose de forcément, d'obligatoirement péjoratif. Ça dépend, encore une fois, si on le place comme un objectif en soi ou comme un résultat de ce qu'on aura construit, quoi. Voilà. Très bien, Pierre, merci pour toutes ces questions. Je vais laisser Alice et Lucille reprendre la main sur le diapo pour conclure cette conférence. Merci beaucoup, Pierre, pour cette conférence très, très intéressante, très enrichissante. J'ai un peu envie de retenir que l'intelligence émotionnelle et la comprendre, l'accepter et la vivre, c'est un peu l'histoire d'une vie. Donc, coup de bol, il nous reste encore un paquet de temps. Donc, on n'est pas, on a encore un peu de temps pour comprendre et accepter tout ça. Merci à tous les participants. Merci pour toutes les questions. Nous allons partager sur les réseaux sociaux de Rendez-vous Équilibre, l'intégralité de cette conférence et puis un livret récapitulatif avec les idées fortes, les idées intéressantes et puis les exercices aussi que tu nous as livrés, Pierre, pour qu'on puisse se les approprier et puis peut-être s'en servir plus régulièrement dans des moments de stress ou des moments d'émotions fortes et d'émotions intenses où on a peut-être besoin de redescendre, de retrouver une sérénité, de trouver un équilibre. Alors effectivement, je rejoins aussi la phrase de Yanis tout à l'heure, pas forcément au service de la performance, mais en tout cas au service peut-être d'une certaine efficience et d'une certaine acceptation et conscience de soi vers laquelle on aspire, je pense, tous atteindre. Nous vous enverrons également le planning des prochaines web conférences qui reprendront dès la rentrée de septembre. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire si les thématiques vous intéressent. N'hésitez pas à revenir vers nous, à visiter la plateforme Rendez-vous Équilibre et ses praticiens, ses coachs, à prendre rendez-vous avec Pierre sur la plateforme. Merci vraiment à tous pour votre participation. Merci à tous d'être venus. Merci à tous de votre attention. Et à très, très bientôt sur Rendez-vous Équilibre. Et très bonne soirée à tout le monde.